manifeste. Parce que vous, en tant que géomètre, vous avez aussi la possibilité aussi de pouvoir intervenir à la demande du juge et de pouvoir aussi intervenir dans le cadre de l'assistance judiciaire. Et donc, qui dit assistance judiciaire dit paiement par l'État, hein, et qui dit paiement par l'État dit de nombreux mois avant d'être payé. Voilà, alors je pense qu'au niveau du sujet, je pense que j'avais envie, parce que c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur, j'avais envie de présenter, d'avoir un petit côté historique, parce que je trouve que dans notre monde actuel, et donc que ce soit dans notre monde géopolitique ou même d'une manière générale, je trouve que on doit souvent s'inspirer de l'histoire pour comprendre le présent. Et je voulais faire un petit peu une espèce de petit parcours dans le temps pour vous expliquer d'où venaient les juges de paix, fonction qui finalement est encore bien présente en Belgique et qui pourtant chez nos voisins a disparu il y a quand même un certain nombre d'années. Alors, je pense que pour bien comprendre la manière dont la Belgique finalement a résisté à cette fonction de juge de paix. Je crois qu'il faut juste se remémorer quelques petites étapes dans l'histoire de la Belgique. Ça fait toujours un peu de bien. Hein, j'avoue que je m'y suis replongé avec un peu de délectation aussi, hein, mais de savoir l'époque hein, où, hein, au XVIIIe siècle, hein, nous étions les Pays-Bas méridionaux hein, et nous étions attachés. Nous avons été attachés aux Provinces unies des Pays-Bas et nous avons été évidemment rattachés en 1713 à l'Autriche. Et à l'Autriche qui, à ce moment-là, règne, c'est Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, qui a malheureusement fini un petit peu raccourci à la Révolution française. Et, euh, et donc, Joseph II décède en 1790 et finalement, ben, c'est sous l'égide de Joseph II qu'est arrivé que l'on a pris en considération la problématique des juges de paix. Alors, il faut savoir aussi, qu'en 1789, ben, la philosophie des Lumières, la Révolution française, hein, bien, il faut savoir que déjà à ce moment-là, les petits Belges, ils font une petite révolution à eux tout seuls, hein, et c'est la révolution brabançonne en 1789 qu'on oublie un petit peu, hein, puisqu'on ne pense que jamais qu'à celle de 1830. Et en 1789, ben, finalement, la Belgique, elle devient indépendante. Hein. Elle devient indépendante et on crée les États Belgiques unis euh, euh, en 1790. Et bon, malheureusement, les Autrichiens reviennent assez vite. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et heureusement, ben, les Autrichiens se font mettre un peu dehors par les Français. Et nous devenons en 1795 français avec tout ce que ça va, toute l'administration, toute l'unification administrative que ça implique. Et nous devenons donc un département français. Hein, je pense que certains rattachistes y ont rêvé pour encore maintenant, mais je pense que nous ne devrions pas, nous, Belgique, devenir un rattachement, un deuxième département de la Bretagne ou de la Corse, même si notre Premier ministre voudrait peut-être nous voir devenir un département hollandais. Mais ça, c'est un autre programme. Et donc, bah, nous héritons de la France, hein, comme on dit, hein, donc, et donc avec la Révolution française et toutes les idées qui vont avec, et du Code civil, hein, du Code civil français, 1804, le vrai Code Napoléon, euh, pas celui que nous avons maintenant, hein, donc l'ancien Code civil, comme on dit maintenant. Et donc voilà, puis 1814, ben, tout le monde connaît l'histoire, l'Empire français ben, s'effondre, hein, et donc nous, ben, nous devenons avec les Provinces unies, les Pays-Bas autrichiens, l'évêché de Liège, ben, nous sommes rattachés aux Pays-Bas sous Guillaume d'Orange. Jusqu'à ce que ben, les oppositions entre catholiques et calvinistes hollandais s'exacerbent un petit peu, une bourgeoisie en Belgique bien francisée, qui est bien hostile aux Néerlandais,
Je pense qu'il faut aussi voir parfois certains prémices à ce qui se passe maintenant. Et donc, bah, vous connaissez l'histoire, en 1830, nous évacuons les Néerlandais de la Belgique, sauf Anvers. Tiens, ça, je l'ai retrouvé, sauf Anvers, où il a fallu attendre l'aide des Français pour récupérer le port d'Anvers bien plus tard, après l'indépendance de la Belgique. Et puis, ben, vous connaissez évidemment l'histoire, Léopold Ier prête serment en 1831. Nous avons encore une petite tentative après des Pays-Bas en 1800, en août 1831, donc un mois après la prestation de serment de Léopold Ier. Les Pays-Bas essayent de remettre le couvert, mais nos amis français viennent à notre aide et nous devenons alors définitivement bien belges. Et à l'époque, nous récupérons bien même en décembre, nous récupérons le port d'Anvers. Donc voilà. Donc pour remettre un petit peu cette historique, eh bien voilà, les juges de paix, ils ont été créés par une loi du 16 août 1790. Euh, et elle est intéressante, cette loi, parce que on dit dans cet article premier, on dit l'arbitrage est le moyen le plus raisonnable de régler les litiges. Euh, à l'époque, et donc quand on crée, on refait finalement après la Révolution française, il faut refaire un peu tout. On fait une sorte de tabula rasa et on va prévoir que les juges, maintenant, ils seront élus. Euh, Certains pour 10 ans, euh, ils seront rééligibles éventuellement. Et donc, on ne parle pas encore d'inamovibilité de juges nommés à vie, mais donc vraiment la volonté du législateur à ce moment-là, c'est de vraiment marquer un grand tournant par rapport à la justice de l'Ancien Régime, qui est fort procédurière, qui est fort coûteuse, qui est fort longue. Et on dit maintenant, c'est terminé, il faut régler les litiges de manière beaucoup plus efficace et de manière et le terme est employé, plus expéditif, même si aujourd'hui nous n'aimons pas trop ce mot expéditif. Alors, mais qu'avait en tête le législateur à ce moment-là, de savoir créer des juges de paix. Donc, il existait une institution en Hollande qui s'appelait les vredemakers, les faiseurs de paix, qui euh, que l'on connaissait, parce que Voltaire en avait parlé dans un de ses ouvrages, mais je ne pense pas que ce soit vraiment calqué sur la procédure ou sur ces vredemakers euh, qui finalement étaient fort hollandais, donc je pense qu'on n'aimait pas trop le régime hollandais. Et donc, je pense que ben, l'inspiration, elle est beaucoup plus rationnelle. C'était vraiment une volonté de s'opposer à une justice seigneuriale avec une procédure complexe. Et à l'époque, on avait quand même pas mal de méfiance à l'égard des professionnels du droit. Euh, Peut-être que ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque, les hommes de loi n'étaient pas nécessairement très bien vus. Et donc, je reviens à cette loi du 16 août de 1790 et on dit, ben voilà, titre 3 des juges de paix. Eux sont par contre élus pour 2 ans, rééligibles, et on leur accorde un certain nombre de compétences, des petits litiges aussi. Maintenant, je n'ai pas fait le calcul de ce que ça vaudrait maintenant, mais en tout cas, tous les litiges en dessous de 50 livres, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul de savoir par rapport à notre compétence actuelle de ce que ça représente. Eh bien, là, c'était sans appel, le juge de paix décidait.
et 100 livres, jusqu'à 100 livres, on pouvait aller en appel. Alors, bah, quels étaient, le juge de paix, c'est un juge un peu rural, hein. Il y a évidemment le juge de paix des champs et le juge de paix des villes, mais essentiellement, il est rural et bah, il est compétent en matière de dommages aux récoltes. Bah, ça existe encore maintenant. Il y a quand même pas très très longtemps. Hein, nous avons en Wallonie et même dans des cantons urbains comme le mien, où on borde le Brabant wallon, eh bien, nous allons régulièrement dans les champs pour les dégâts de sangliers. Parce que vous savez qu'en Wallonie, peut-être qu'à Bruxelles, vous êtes encore bien préservé avec ça, mais en Wallonie, les sangliers pullulent et les juges de paix n'arrêtent pas, effectivement, à tour de bras, de donner des indemnisations aux agriculteurs. Et puis, ben, déjà à l'époque, le bornage. Le bornage. Et donc, nous y sommes évidemment en ce qui vous concerne. Les arbres, les toutes les actions possessoires, toutes les personnes qui se trouvaient dépossédées de leur propriété, eh bien, ils comparaissaient devant le juge de paix. À l'époque déjà, tout ce qui concernait les réparations locatives, euh, les salaires, donc là, ça a évidemment bien changé puisqu'on a créé le tribunal du travail en 1970, mais avant, il y avait évidemment les conseils de prud'homme, mais le juge de paix a longtemps été compétent en matière d'accident du travail, par exemple. Euh, alors, les salaires, et alors là, un peu quelque chose qui est évidemment tout à fait suranné, qui n'existe plus, c'est il avait des compétences pénales. Donc tout ce qui était injure, voies de fait, les rixes, eh bien tout ça était de la compétence du juge de paix. Euh, il avait donc la police correctionnelle, donc il était à la fois juge de police, hein. On ne parlait pas encore à l'époque de circulation. Les accidents de calèche devaient sans doute être un peu plus rares que maintenant les accidents de la circulation. Et alors, quelque chose qui existait, mais pas pendant très longtemps, c'est assez marrant. Le juge de paix était aussi un juge d'instruction. C'était lui qui était chargé d'instruire les crimes, les délits. Et donc, bon, ça n'est pas resté très très longtemps. Donc, de 1790 à plus ou moins 1798. À 1798, la loi de Ventose de l'an 9 a supprimé cette compétence des juges de paix. Et alors, ben, encore quelque chose dont on connaît encore maintenant, mais qui est, bon, qui n'est pas trop fréquent encore dans nos activités, ce sont les appositions de scellés qui étaient pratiquées par les juges de paix. Et donc, on avait le juge de paix, on avait les bureaux de paix et de conciliation, et là, c'était un juge de paix et deux assesseurs. Et là, c'est intéressant parce que finalement, c'est un peu là que l'histoire se répète, c'est que cette loi, elle disait aucune action principale ne sera reçue si le demandeur n'a pas donné en tête de l'exploit copie du certificat de paix, c'est le langage de l'époque, constatant que la partie a été utilement appelée à ce bureau ou qu'il a employé sans fruit la médiation. Donc à l'époque, on est au XVIIIe siècle, le législateur parle déjà de médiation. Et donc, le juge de paix était le juge qui, avec le bureau de paix et ses assesseurs, bien, qui était chargé de faire ce qu'on appelait la conciliation préalable, et c'était une conciliation obligatoire dans les matières qui étaient. Donc, on ne pouvait pas faire une procédure devant le tribunal du district sans avoir été d'abord devant le juge de paix pour essayer de tenter de se concilier. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette loi, c'est qu'on emploie déjà le terme de médiation. Il faudra attendre 2005 pour voir réintroduire dans le code judiciaire le mot médiation, alors qu'il existait déjà dans la loi de 1790. Donc, franchement, je pense que c'est intéressant de voir finalement cette évolution, parce que en Belgique, ben, on a résisté par vents et marées à cette volonté de maintenir le juge de paix, le juge conciliateur.
Et je veux vraiment faire ce parallèle qui est vraiment intéressant, c'est qu'en 1790, le législateur crée des justices de paix pour la conciliation, pour être l'alternative à la procédure traditionnelle. Et en 2005, c'est exactement la même chose. On fait entrer dans le code judiciaire la médiation comme une alternative à la procédure traditionnelle. Et donc les modes alternatifs de règlement des conflits ou des litiges. Puis je vous dirai après qu'il faudrait sans doute changer le mot alternatif par approprié. Ce serait sans doute plus intéressant. Donc 2005, donc l'histoire quand même se répète. 2013, on fait entrer les chambres de règlement amiable dans le tribunal de la famille. Et en 2025, enfin 2023, mais avec application dans les tribunaux au 1er septembre 2025, on introduit dans toutes les juridictions le principe des chambres de règlement amiable, sauf au juge de paix. Sauf au juge de paix qui n'a pas été pris en considération par, c'est moi qui sonne, mais c'est pas bien. Euh, hop, excusez-moi. Donc voilà, donc effectivement, c'est assez paradoxal la manière dont on finalement on crée une institution qui est faite pour la conciliation, la médiation, et puis quand on instaure la médiation en Belgique ou la conciliation, en tout cas dans les tribunaux, eh bien, on en retire effectivement les juges de paix. Et j'y reviendrai plus tard. Alors, ces juges de paix, c'est quand même c'est quand même assez interpellant. Enfin, c'est assez intéressant de voir un peu cette évolution. Et donc, lors de l'indépendance, ben, en Belgique, on a repris exactement l'institution, Euh, mais on était quand même un petit peu méfiant par rapport au cadre hollandais qu'on en avait quand même un peu subi. Et donc, on est assez méfiant par rapport à ces juges de paix. Qui faut-il le rappeler? Je vous avais dit que le législateur des Lumières, finalement, avait beaucoup de méfiance à l'égard des hommes de loi. Mais il faut savoir que les juges de paix n'étaient pas des juristes. C'était des notables, des hommes de bien, des bons pères de famille à qui on demandait effectivement d'œuvrer rapidement pour rendre la justice, pour tenter de concilier. Alors évidemment, méfiance à l'égard de ces non-juristes, parce que bah, voilà, ils sont plus bons pères de famille que juges, et donc il faut bien constater que bah, en 1830, les juges de paix en Belgique n'ont pas très très bonne presse. Euh, on dit d'ailleurs, ben voilà, ce sont les notables, mais ils exercent aussi une profession, sont parfois un petit peu des notables politiques, etc. Donc parfois ils font un peu aussi du commerce, ils font un peu des affaires, et donc on est un peu méfiant par rapport au fait de confier la justice finalement à des gens qui ne sont pas, entre guillemets, indépendants ou totalement indépendants et qui, en tout état de cause, ont des autres sources de revenus. Mais bon, même si effectivement les juges de paix au départ n'étaient pas fort payés. Et donc, les juges de paix n'ont pas très très bonne presse, ils n'ont pas de formation, ils ont des intérêts financiers. Et donc, ben, on va commencer tout doucement s'inquiéter de savoir euh, quel va être le cadre institutionnel qu'on va donner à ces juges de paix. Et donc, il faudra quand même attendre 1832 où on va dire, ben, finalement, on va maintenir la situation. C'est un peu déjà le compromis à la belge. Hein, on va un petit peu maintenir la situation provisoire, de dire que, ben, que les juges de paix qui sont en fonction au moment de l'indépendance, ben, qu'ils y restent, qui restent en fonction, mais on va dire qu'on va reporter plus tard la discussion, ça c'est aussi un principe un peu belge,
On va reporter à plus tard la discussion de savoir quel va être leur statut définitif et on va postposer de 2 ans le fait de faire une loi pour leur statut. Et donc, il faudra effectivement encore attendre un petit peu. Et donc, voilà, on va s'inquiéter de savoir quel statut, le problème de la rémunération, qui va les nommer, puis on retire tout à fait le système de l'élection, qui n'est pas toujours très équitable. Et donc, on va prévoir qu'effectivement, les magistrats, du moins les juges de paix, seront nommés par le roi. Alors, ben, on sait qu'il faudra attendre très, 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 très longtemps pour avoir une procédure de nomination des magistrats qui est liée à un organe indépendant qui est le Conseil supérieur de la justice. Donc, les nominations, évidemment, avant étaient très politiques. Et donc, à l'époque, elles le sont vraiment encore plus. C'est le roi, c'est le ministre qui, effectivement, désigne les juges et notamment les juges de paix. Et puis, il y a un grand principe aussi qui est important dans notre droit, et encore maintenant, dans notre état de droit en tout cas, c'est le principe de l'inamovibilité des juges. C'est un critère dans un état de droit pour dire que les juges soient indépendants. Euh, et finalement, ben, on s'est dit, ben, on va pas faire d'exception. On va mettre vraiment le principe pour tous les autres juges, mais on va pas faire d'exception pour les juges de paix. Et donc, c'est ce qui les sauve un petit peu, parce que finalement, on leur reconnaît le fait que maintenant, ils sont nommés de manière inamovible, donc ils sont nommés à vie. Euh, et puis, mais ils sont toujours pas juristes. Ils sont toujours pas. Il y a toujours pas de conditions pour dire qu'ils doivent être à l'époque docteur en droit, pour pouvoir exercer cette profession. Donc un peu, ben, vous imaginez, si on devait reporter ça maintenant, ben, vous auriez un peu comme au tribunal du travail, les juges sociaux qui assistent le magistrat professionnel au tribunal du travail, ou les juges consulaires qui assistent le tribunal de l'entreprise. Eh bien, ben, on considérait que ben, ce seraient voilà, des juges sociaux, des juges consulaires qui exerceraient seuls la fonction de juger dans les matières qui relèvent de la compétence du juge de paix. Et donc, on va avoir deux grands ministres, un certain monsieur Joseph Lebeau, qui est un libéral, et qui va, lui, vraiment être très attentif euh, aux critères de nomination des juges de paix. La loi n'a toujours pas été changée, ils peuvent toujours ne pas être juristes, mais de plus en plus, comme c'est le roi qui désigne, enfin le ministre qui désigne, eh bien, il va de plus en plus veiller à ce qu'on nomme de plus en plus de juristes et de personnes qui ont des compétences juridiques. Il va vraiment œuvrer, ce ministre, à étendre vraiment toutes les compétences de plus en plus des juges de paix. Et il faudra attendre, et finalement, c'est assez c'est assez tardif, qu'il faudra attendre une loi de 1841 pour qu'on dise ils sont vraiment intégrés à l'ordre judiciaire. 1841, ça fait déjà 11 ans que la Belgique existe. On va augmenter leur seuil de compétences. Il faudra vraiment que l'on dise en 1846 qu'ils sont vraiment, à l'inscrire dans la loi, qu'ils sont inamovibles. Et il faudra attendre 1849 pour dire qu'effectivement, on exige des juges de paix qu'ils aient des compétences juridiques et qu'ils soient donc docteurs en droit. Ce ministre Lebeau est un ministre qui a vraiment été très, très actif pour la défense des juges de paix. Et je note en passant, puisque j'en suis le président national, que c'est à son initiative que l'Union royale des juges de paix, qui s'appelait pas tout à fait exactement comme ça, mais l'Union royale des juges de paix, elle n'était pas encore royale, évidemment, à sa conception en 1892. Et donc, l'Union des juges de paix a été créée
et que l'on a vraiment voulu, par la création de cette ASBL de défense de la profession des justices de proximité, faire en sorte qu'il y a une professionnalisation des juges de paix à cet égard et qu'ils sont vraiment devenus des spécialistes du droit. Euh, alors, voilà, je pense que nul n'est besoin, évidemment, de présenter actuellement ce que fait un juge de paix, mais j'ai un petit peu tendance à avoir enfin, c'est une expression que j'aime bien en tout cas, c'est de dire que nous sommes les magistrats de proximité, mais les magistrats qui, voilà, nous sommes les couteaux suisses de la magistrature parce que nous avons des compétences extrêmement large et qui nécessite effectivement parfois de connaître vraiment tout des pans du droit, de certaines matières. Alors, on a un petit peu tendance à réduire évidemment le juge de paix à sa fonction de conciliation, etc. Je pense que c'est vrai, oui, c'est un juge conciliateur, c'est un juge pragmatique des petits litiges, mais ce n'est pas parce que ce sont des petits litiges qu'effectivement il faut faire l'impasse sur les principes de droit. Alors, les enjeux dans le cadre de la profession de juge de paix, ils sont actuellement très, très importants. C'est pour ça que nous nous battons parce que c'est vrai que cette justice de proximité, elle risque de disparaître. Je pèse mes mots quand je dis qu'elle risque de disparaître, parce que c'est vrai que il y a des volontés politiques, effectivement, de pouvoir de limiter de plus en plus le recours effectif aux juges. Et c'est pas parce que je viens d'une manifestation où nous avons effectivement rappelé les principes de l'état de droit que je le dis, mais c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Euh, la proximité, pour moi, ça n'est pas qu'une proximité territoriale. Ce n'est pas le fait simplement qu'un justiciable doit faire 200 mètres, 300 mètres, moins d'un kilomètre pour pouvoir se rendre dans un lieu de justice. La proximité du juge de paix, c'est le juge qui connaît son tissu social. C'est le juge qui connaît le tissu économique de son canton. C'est le juge de paix qui connaît euh, les acteurs de justice de son canton, que ce soit les notaires, que ce soit les experts, que ce soit tout un certain nombre de choses pour effectivement œuvrer à la solution des litiges. Il n'est pas rare que nous soyons amenés à nous déplacer. Nous venons régulièrement sur place dans le cadre de vues des lieux. Et c'est dans le cadre de ces vues des lieux que nous tentons de concilier les parties. Et je dois bien dire, hein, et ça je salue Monsieur Belay avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Nivelles pendant longtemps et encore maintenant, et qui a d'ailleurs fait la formation de médiation civile et commerciale un peu en me voyant œuvrer dans le cadre de ces vues des lieux. Et donc, je pense que c'est ça la justice de proximité. C'est le juge qui vient sur place, qui vient voir les parties dans leur lieu de vie et qui vient effectivement tenter de régler un litige avec souvent, et dans les litiges de propriété, de limite de propriété, souvent avec l'aide d'un géomètre. Et je peux vous dire qu'un géomètre qui a cette faculté de trouver aussi une solution au litige, c'est du pain béni pour le juge. Euh, voilà, et je le dis parce que c'est vrai que dans le cadre des dossiers que l'on a, les gens viennent souvent, que ce soit à l'audience de conciliation ou même à l'audience publique, ils disent, ben voilà, nous on a fait un plan, notre géomètre, etc. Ben, ouais, ben nous on n'est pas d'accord sur le plan. Ben oui, notre géomètre dit, alors j'ai dit, mais la question qui tue, et souvent elle est répondue négativement,
Est-ce que vos deux géomètres se sont vus et se sont mis autour d'une table pour essayer de trouver une solution sur base d'un plan commun ou que sais-je? Pas toujours. Et c'est ça que je voudrais vraiment faire passer comme message dans vos professions. Les litiges de propriété, ils sont vraiment minants pour les gens, ils sont importants, ils affectent leur quotidien. Et je suis toujours surpris que ce sont les dossiers qui mettent en cause des notions de propriété qui sont les plus exacerbés au point de vue émotion, au point de vue tension entre les parties. Je suis assez surpris parfois de voir que tous ces litiges sont parfois effectivement très, 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 très tendus. Alors, euh, je, je suis assez. Euh, j'ai bien une théorie sur le droit de propriété. Je ne vais pas vous faire un cours sur le droit romain, sur la possession, etc., etc. Mais j'ai coutume de dire que un droit, s'il ne sert pas un intérêt, ne sert à rien. Et que c'est valable aussi pour le droit de propriété. Vous avez un droit, bah, il faut l'exercer. C'est d'ailleurs quand on l'exerce de manière disproportionnée, ben, on tombe dans la théorie de l'abus de droit, hein. Et donc, un droit doit avoir un intérêt. Et le droit de propriété, finalement, quels sont les intérêts possibles qu'ils peuvent avoir pour la personne qui en jouit? Ben, on a un droit de propriété sur un champ pour en tirer des revenus, pour y cultiver du maïs, des patates, ce que vous voulez, pour en tirer des revenus. J'ai un droit de propriété sur une maison pour y habiter, pour y héberger ma famille, pour y vivre. J'ai une maison de campagne, c'est pour y passer des loisirs, etc., etc. Donc chaque fois, chaque finalement droit correspond à un intérêt pour lequel on peut exercer ce droit. Et c'est assez surprenant. On a eu d'ailleurs, hein, Alain, tu t'en souviens, un dossier dans mon canton où des personnes faisaient une procédure parce qu'il y avait une différence de limite et on avait même un super plan d'un géomètre fait avec un drone, hein, mais vraiment, mais aux centaines de millimètres carrés près, hein. Je pense que c'était d'une précision extraordinaire. Et ça ne correspondait pas tout à fait la réalité du terrain, hein. J'ai entendu dire qu'il fallait de temps en temps aller sur place. Ben oui, de temps en temps, c'est vrai qu'un plan, ça se vérifie sur place. Et on a calculé les centimètres carrés, parce que c'était en centimètres carrés de différence que ça faisait. On était en centimètres carrés. Et donc, la question à poser, mais donc, votre droit de propriété de quelques centimètres carrés, quel est votre intérêt? Ah, aucun. Je ne vais pas avoir moins de loisirs pour profiter de mon jardin. Ma famille ne devra pas nécessairement se serrer pour pouvoir y mettre plus de choses. Donc, ça n'a effectivement aucun intérêt. Et pourtant, le litige, il était là. Ben, le litige, il a été résolu. C'était simplissime même, parce que ben, il suffisait d'aller chercher les intérêts autres dans la solution du litige et les intérêts sous-jacents. Et les intérêts sous-jacents, c'était une fameuse piscine qui, quand les enfants sautaient dedans, ça faisait plouf plouf. Et forcément, ça fait du bruit. Et celui qui voit que son voisin a une piscine, alors que moi, je ne sais pas me payer une piscine quand il fait très chaud, eh bien, effectivement, ça exacerbe un peu les choses. Et comme on ne sait pas faire un procès pour dire à son voisin de retirer sa piscine, hein, ou de ne pas utiliser sa piscine quand il fait chaud, hein, eh bien, il faut trouver quelque chose. Et donc, on revient à ce droit de propriété que l'on vient chercher pour résoudre un litige. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aussi ça c'est peut-être une théorie
une théorie de dire, voilà, le droit, il doit avoir un intérêt. Je pense que, voilà, c'est la conception du juge de paix, c'est de dire que le droit, c'est un outil. Le droit, c'est un outil, c'est ma boîte à outils, le droit, et que ça n'est pas une fin en soi. Le carreleur, il a ses outils pour carreler, c'est pour faire son carrelage. C'est pas sa boîte à outils qui est effectivement une fin en soi. Il a beau avoir des beaux outils, s'il ne sait pas les utiliser, il n'aura pas un beau carrelage. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est cette notion de droit qui est un outil, qui est l'essence même du travail du juge de paix et qui doit guider sa fonction de conciliation. J'avais aussi un litige il y a pas très très longtemps, des gens qui avaient encore une piscine. Voir que dans le Hainaut, il y a beaucoup de piscines, mais non, je vous rassure tout de suite, elle était pas à débordement et l'endroit ne faisait vraiment pas rêver. Hein, c'était une piscine hors sol où on avait mis un encadrement, enfin on l'avait entouré d'une petite terrasse, etc. Et ils avaient eu la mauvaise idée de le mettre vraiment contre le mur de la propriété voisine. Alors évidemment, le voisin qui lève ses bras au ciel en disant, ah, attention, ce mur est privatif, vous avez usurpé ce mur, et qui ne trouve rien de mieux que de dire, ben, finalement, je vais retirer le mur. Euh, on se rend compte, enfin, il lui dit, ben, il y a petit empiètement de quelques centimètres carrés. Ah, quel enfer, quelle horreur. Hein, et puis quand on essaye de trouver des solutions, je dis, mais voilà, on ferait bien un mur parce que prendre sa piscine avec le voisin qui vous reluque, comme on dit, c'est pas très agréable. Et donc, on dit, on va reconstruire un mur. Ça paraissait logique. Et la personne dit, mais non, ça n'est pas possible. On va pas pouvoir reconstruire un mur. Je dis, tiens, j'étais avec un architecte. Monsieur l'architecte, est-ce qu'on peut reconstruire un mur? Bien sûr qu'on peut reconstruire un mur. Oui, mais pourquoi, monsieur, c'est pas possible de reconstruire un mur? Eh bien, parce que les limites, il y a un empiètement, les limites, etc. Donc, reconstruire le mur à l'endroit où il était avant, ça n'est plus possible. Oui, monsieur, c'est un problème. Mais oui, c'est un problème parce qu'alors, ça ne sera plus mon mur ou le mur ne sera plus exactement au même endroit, etc. On parlait encore une fois de quelques centimètres carrés éventuels d'un éventuel empiètement. Et quand je demandais aux gens, on dit, mais enfin, on peut reconstruire un mur, on prend une convention en disant que ce mur est éventuellement il devient mitoyen, que vous allez l'entretenir à frais communs. Eh bien non, ça n'était pas possible parce que le mur anciennement était privatif et qu'on le considérait comme tel en tout cas. Et donc il était hors de question, je cède la propriété de ce mur mitoyen. Et donc encore une fois, quel était l'intérêt de se savoir propriétaire d'un mur mitoyen, de quelques briques. Hein. Mon voisin à moi, effectivement, quand il est venu, quand je me suis installé, qu'il est venu me dire tout fier, etc., que son mur était privatif, je lui ai dit, eh bien, très bien, il est privatif, ça m'arrange, comme ça je ne dois effectivement pas l'entretenir. Donc voilà. Donc je crois que c'est toujours assez perturbant. J'avoue qu'il y a des choses que je n'ai pas toujours bien comprises dans la philosophie des gens, mais de cette volonté exacerbée de pouvoir avoir un droit de propriété qui semble absolu. Mais c'est vrai que en 1804, Napoléon nous a inculqué à tous que ce droit de propriété était bien absolu avec son article 544, hein, dont il a fallu effectivement bien des années, mais bien des années pour reconnaître qu'effectivement ce droit n'était pas absolu et que l'on pouvait éventuellement en déduire la théorie des troubles de voisinage que notre bon législateur a remis tel quel dans les articles 3.101 et suivants du code civil. Donc voilà, donc la propriété qui vous intéresse, mais effectivement, c'est une matière qui nous aussi nous intéresse grandement, mais dans la solution des litiges, on est parfois un petit peu en difficulté de pouvoir faire admettre que les solutions, elles existent au-delà de ce droit de propriété absolu.
Voilà, alors c'est vrai que je pourrais évidemment vous parler encore bien des heures du juge de paix dans ses compétences. Il y a des compétences qui évidemment vous parleront sans doute moins. Bah, c'est vrai que vous savez que le juge de paix est compétent pour les affaires de moins de 5 000 euros. Je ne sais pas si par rapport aux 50 ou aux 100 livres de 1790 on en était loin ou pas loin. Hein, mais en tout cas, effectivement, cette compétence a aussi augmenté de 2500 à 5000. Et sachez qu'en France, on en est même jusqu'à 10 000, pas pour le juge de paix, mais pour l'ancien juge d'instance qui a été incorporé dans les tribunaux judiciaires. Et donc, ces juges, entre guillemets, de proximité sont compétents jusqu'à une compétence de 10 000. Alors voilà, et quand je disais le couteau suisse, je pense que on en est à 591, 29, 20, dans ces eaux-là, presque pour le type de compétences. Et quand j'ouvre le code judiciaire, il y en a encore que je découvre. Celui qui me dit qu'il sait ce que c'est que l'intégration verticale en matière de production animale. Euh, je veux bien l'entendre. Je n'ai pas encore eu un seul dossier à cet égard-là, mais pourtant ça existe et je ne sais pas très bien ce en quoi ça comporte. Bon. Je vous ai entendu ici parler des copropriétés. Alors là, il y a le juge de paix des villes et il y a le juge de paix des champs. Le juge de paix des champs, il n'est pas souvent confronté aux copropriétés. Alors moi, je suis un juge de paix à moitié des champs et à moitié des villes, hein, mais c'est vrai que ce sont essentiellement les centres urbains, centres qui ont beaucoup de copropriétés et dans lesquels ces litiges sont assez fréquents. Et là, encore une fois, comme avec les propriétés. Je vous ai entendu dire qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est d'être clair dans les actes de base, règlement de propriété, pour que ça souffre de moins en moins de moins de contestations possibles, etc. Et bien ça, je peux vous dire que les copropriétés, c'est le royaume de la chicane, c'est le royaume des dossiers où on n'en peut plus de savoir que tous les ans, il y a un dossier qui revient parce qu'il y a un copropriétaire rébarbatif sur les charges, sous les codes-parts, etc. Et ça, c'est l'enfer. Alors, le rôle du juge de paix, alors, je vais même dire que, parce que voilà, j'ai été médiateur civil et commercial, euh, j'ai envoyé au moins une dizaine de fois des dossiers de copropriété en médiation. Parce que ça, c'est aussi une faculté que le juge a, c'est de désigner un médiateur. Alors, ça marche de temps en temps. Ça marche de temps en temps. Si on a un médiateur qui effectivement fait bien son boulot et qu'il arrive à effectivement mettre le doigt sur le problème pour lequel il y a un litige dans le cadre des copropriétés, ça peut marcher. C'est pas évidemment la panacée, euh, et le recours au juge de paix n'est pas la panacée non plus. Parce que justement, c'est une loi un peu particulière. Les gens arrivent, hein, comme on dit à Charleroi, on va au juge de paix, hein, comme on va au coiffeur ou au bordel. Hein. Euh, et donc, euh, les gens ignorent, bah, ils arrivent évidemment avec leur litige, ils ignorent que le juge de paix, ben, ses compétences en matière de copropriété, elles sont réduites. Elles sont extrêmement réduites. On est le juge de l'annulation d'une décision de l'Assemblée générale si elle est irrégulière, si elle est frauduleuse, hein, c'est compliqué, hein, ou s'il y a un abus de majorité ou un abus de minorité, ou elle est abusif. On annule, point final. Et puis on remballe la patate chaude à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, évidemment, elle est souveraine. Le juge de paix n'a pas à se mêler, entre guillemets, du fond des décisions d'une assemblée générale. Alors oui, il peut réformer,
il peut réformer une décision de l'Assemblée générale. Ben oui, mais ça, c'est quand il y a un abus de majorité ou un abus de minorité, où on sait que nécessairement, on ne va pas sortir du cercle. Et donc là, à un moment donné, faut bien sortir du cercle et cette possibilité de réformer les décisions de l'Assemblée générale. Et les juges de paix ne l'utilisent, mais vraiment qu'avec une énorme modération, parce que effectivement, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. J'ai entendu le débat et il est intéressant sur les modifications de code-part. Hein. Donc, hein, on sait que ben voilà, le juge de paix, un copropriétaire peut saisir le juge de paix pour modifier les codes-parts. Et le texte, il dit ben, si les calculs étaient inexacts ou s'ils sont devenus inexacts en raison d'une modification de l'immeuble. Alors, ben voilà, donc si on emploie le terme modification au sens strict, ben, il faut qu'on ait modifié, qu'on ait fait des travaux, que sais-je, ou alors modifié, il y a des considérations plus larges. Et là, je ne vous cache pas que je ne me lancerai pas sur ce terrain glissant de vous donner ni mon avis, ni quoi que ce soit, parce que je vous avoue que je n'ai pas encore été confronté à ce genre de litige et que donc euh, j'ai assez de travail pour me pencher que sur les litiges que j'ai déjà et pas ceux que je vais avoir ou que je pourrais avoir. Mais sans doute que Maître Mostin, là, et vous avez raison, c'est la référence, effectivement, une des références, en tout cas, en matière de copropriété, comme avocate, et elle contribue d'ailleurs très, très largement à l'excellente revue que l'Union édite, qui est l'Union, enfin, qui est la revue des juges de paix et la revue des juges de police. Donc voilà, donc c'est clair qu'en matière de copropriété, ce sont des dossiers qui sont épineux parce qu'on se rend compte qu'il y a des haines, il y a des haines corses dans les copropriétés. C'est hallucinant. Je viens de rendre une décision. Je pense qu'elle pour pouvoir décider, de pouvoir envisager peut-être d'une manière pragmatique à trouver une solution sans devoir trop torturer le droit. Bien, j'ai mis 3 jours à la rédiger et je pense que je vais m'en sortir par une énorme pirouette. Hein, c'est que je vais utiliser que le législateur nous a mis dans les mains en 2018 quand il a pris cette loi pour favoriser la conciliation et les recours à la médiation. Ben, je pense que je vais faire une audience où je vais convoquer tout le monde. Heureusement que c'est pas une copropriété avec 60 personnes, mais je vais convoquer tout le monde. Et parce qu'il y avait quelque chose qui est très interpellant dans ce litige, c'est que l'on a une copropriété de 19 copropriétaires. J'en ai 11 qui font une procédure d'annulation de la décision de l'Assemblée générale. Sur des motifs où j'essaye de dire est-ce que c'est vraiment irrégulier, etc. On a signé, on n'a pas signé, enfin, c'est très nébuleux. Hein. Et ben moi, je me pose la question de savoir comment une association des copropriétaires qui a la personnalité juridique, qui représente donc, qui est là, représentée, enfin, c'est le syndic qui la représente en justice, peut, au terme de conclusions assez même virulentes, s'opposer à l'annulation ou à tout le moins de l'Assemblée générale, ou à tout le moins n'a pas l'idée de se dire, si j'en ai 11 sur 19 qui ne sont pas d'accord, est-ce que je ne referai peut-être pas une petite Assemblée générale pour peut-être faire voter sur les points, pour que ce soit un petit peu mieux fait et qu'on soit un peu sûr de ce qu'on va voter. Donc voilà, donc j'ai décidé effectivement de faire comparaître le syndic et les 11, les 11 entre guillemets récalcitrants. Alors, si les 8 qui sont dans le rang comparaissent, ben, ils seront les bienvenus. Mais voilà, c'est une des solutions qu'on essaiera de trouver. Et ça, c'est typiquement le genre de solution qu'un juge de paix, effectivement, peut trouver de manière pragmatique et relativement facilement.
Donc voilà, je reviens un petit peu aussi pourquoi le législateur quand il est revenu, il a instauré en 2023 le système des chambres de règlement amiable dans toutes les juridictions. Alors, chez nous, on a appelé ça la CRA. Alors, je ne sais pas si vous n'êtes quand même pas tous bruxellois, mais si vous êtes tous bruxellois. Mais alors, quand on est à Charleroi, quand on vous dit que c'est la CRA à Charleroi, c'est évidemment c'est pas très glamour. Donc, chambre de règlement amiable. Les Français ont eu un petit peu, ont été plus élégants. Ça, faut quand même bien leur reconnaître, de reconnaître leur élégance dans le langage. Ils ont appelé ça les ARA. Alors, pas que ce sont des pantalons bon marché, hein, mais c'est les audiences de règlement amiable. C'est plus coloré, ça évoque plus un perroquet d'Amazonie qu'une cra à Charleroi. Donc voilà, alors, donc on a instauré ça en 2013, ça c'est clair que ça allait de soi, on l'a instauré quand on a créé le tribunal de la famille. Et puis, on a eu un peu une évolution assez bizarroïde en Belgique. Et ça, c'est un petit peu, ça, c'est vraiment typiquement belge aussi. C'est qu'on a eu plein de juridictions qui sont penchées en disant, voilà, finalement, la médiation, la conciliation, c'est vraiment la voie de l'avenir depuis 2005. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Et on a eu ce qu'on appelle des chambres qui se sont créées de manière prétorienne, donc sans qu'il y ait de loi, et où on s'est dit on va faire de la conciliation. Parce que le code judiciaire, il dit, et ça c'est calqué typiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, le législateur belge n'a pas souvent beaucoup d'imagination et parfois va un petit peu plagier notre voisin français. Et donc, on a repris dans le code judiciaire une phrase qui est typiquement en France, c'est de dire il rentre dans la mission du juge de concilier les parties. Ça n'existait pas avant, bizarrement. Et puis, on dit, ben voilà, le juge peut faire une audience de conciliation, il peut tenter de voir s'il y a un rapprochement possible entre les parties. Il peut éventuellement envisager d'envoyer en médiation. Depuis 2018, ça c'est pas mal. Il peut même imposer la médiation, enfin, du moins sauf si les parties toutes les deux ne sont pas d'accord. Donc vraiment, on a vraiment eu une volonté du législateur de vraiment favoriser ces modes alternatifs de règlement des litiges. Et puis, on a eu, comme ça, à Cour d'appel de Bruxelles, une chambre spécialisée en droit de la construction qui s'est dit, ben ça, ce serait peut-être intéressant de faire une chambre de règlement amiable. Bon. Et donc, d'autant plus que c'était vraiment intéressant à la Cour d'appel de Bruxelles quand on sait que on plaide plutôt en termes d'années, plutôt en termes de semaines. Et puis, surtout les tribunaux de commerce ont vraiment, enfin, les tribunaux d'entreprise, moi je suis encore de la vieille école, les tribunaux de l'entreprise qui ont vraiment, parce que je pense que les litiges dans les entreprises sont vraiment le ferment, vraiment le terreau important pour la conciliation et la médiation. Et on sait que les grandes médiations internationales ou même dans les litiges, ben, les grosses sociétés ne s'embarrassent pas toujours de procès, ils préfèrent recourir à ce processus. Et donc les tribunaux de l'entreprise ont vraiment mis au point toute une série d'initiatives comme ça qui se sont développées pour faire une sorte de parenthèse dans la procédure. Et voilà, à un moment donné, il y a une procédure qui est initiée, on va faire une parenthèse, on va dire, ben, on va aller devant une chambre qui va éventuellement tenter de vous concilier, et si ça ne marche pas, ben, vous revenez dans la procédure classique. Et donc en Belgique, ça c'est, on n'est pas au pays du surréalisme pour rien, c'est que ben, pendant des années, on a eu donc toutes ces expériences, et puis à force de voir que ces expériences étaient quand même pas si mauvaises, et puis on s'est dit, bon, on va faire une loi. Et donc, on a mis ces expériences dans la loi. Nos amis français, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait la loi.
mais ils n'avaient aucune expérience de la conciliation, de la médiation. Donc les juges étaient complètement paumés pour savoir ben, comment on allait faire pour appliquer cette loi. On n'est pas formé pour, etc., etc. Et donc, bah, ils sont venus se former en Belgique d'ailleurs. Et je pense que maintenant, ben voilà, je crois que les choses sont un peu sur les rails des deux côtés. Alors chez nous, ben, la loi de décembre 2023 dit ben, toutes les juridictions doivent avoir une chambre de règlement amiable avec un juge spécialement formé qui va tenter de concilier les parties. Alors de manière un peu bizarre, c'est vrai que on n'a pas prévu qu'il y ait une chambre de règlement amiable chez les juges de paix. Alors, l'explication la plus fréquente, c'est de dire, ouais, mais vous, les juges de paix, de toute façon, vous êtes tout seuls. Donc, comment vous allez faire une chambre dans vos juridictions où vous êtes tout seul? Oui, ça, c'est vrai que c'est une bande de jeunes, il faut être au moins deux. Et donc, voilà, une association de malfaiteurs aussi, il faut être au moins deux. Euh, et donc c'est clair que ça, c'était un problème parce que finalement, bah oui, on est juge unique. Et donc, si on fait de la conciliation, si on fait une chambre de règlement amiable, ben, on a un problème, c'est que s'il faut trancher le dossier après, ben, ça, on ne sait pas le faire, on ne peut plus le faire. Bon. Puisque le grand principe dans les chambres de règlement amiable, c'est le principe du déport du juge. Le juge qui tente la conciliation entre les parties ne peut pas connaître après du fond du dossier parce que la confidentialité s'attache à, comme en médiation, s'attache à la chambre de règlement amiable. Le juge peut faire ce qu'on appelle un caucus. Il peut donc aller un peu plus loin dans la manière de concilier les parties. Et donc, forcément, ben, si c'est confidentiel, ben, il va recueillir des informations confidentielles. Ben, il ne peut pas, évidemment, trancher le fond. Il a perdu, évidemment, son impartialité. Et donc, c'était le gros écueil pour les justices de paix. C'est ben, vous êtes tout seul. Bon. Et donc, vous ne savez pas vous déporter. Et puis, on a dit aussi, ben oui, mais finalement, vous, les juges de paix, vous êtes c'est dans votre ADN de concilier, donc ben, finalement, pas d'intérêt de venir refaire, de faire quelque chose que vous faites déjà finalement naturellement. Oui, ça, je voulais bien entendre l'argument, dans le sens où, voilà, c'est vrai qu'on ne devient pas juge de paix pour nécessairement faire de sa justice de paix une cour de cassation ou une cour d'appel. On devient juge de paix pour essayer de concilier les parties, pour avoir de la proximité, pour avoir de l'empathie par rapport aux gens, pour trouver des solutions pragmatiques, etc., etc. Mais bon, ça n'empêche que tout ça, ça nécessite une formation et il faut bien savoir que bah, partir du principe, du postulat que tous les juges de paix sont nécessairement des conciliateurs, je pense que dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Donc, je ne suis pas certain que tous mes collègues soient des conciliateurs. J'ai même des collègues qui me disent qu'ils ne sont pas toujours très à l'aise par rapport à vraiment les principes de la conciliation, que ça les intéresse pas trop. Ils estiment que ça c'est perdre du temps, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un peu le problème. Donc voilà, donc pour revenir ben, au fait que ben oui, on est tout seul, ben, moi je reste un partisan de faire en sorte que l'on puisse quand même envisager de créer des chambres de règlement amiable dans les justices de paix. Il faut évidemment modifier le code judiciaire, il faut faire en sorte que il y ait éventuellement, parce que nous sommes quasiment tous mobiles, mais donc on pourrait concevoir que moi, juge de paix à Charleroi, je pourrais prendre en charge des dossiers de conciliation dans un autre canton et inversement, etc., etc. Donc on pourrait concevoir que ben, le juge de paix soit itinérant et qu'il arrive dans un autre canton pour procéder aux audiences de conciliation. Alors oui, c'est toujours c'est évidemment très séduisant, si ce n'est que ben voilà, c'est toujours un peu embêtant de se voir. En fait, le principe quand un juge euh, détermine
ou estime qu'un dossier est bon ou est mûr pour une conciliation, bah, il a toute une série de critères et ces critères sont pas toujours les mêmes d'un juge à l'autre. Et donc, bah, il y a un risque effectivement que j'ai un collègue quand j'arrive qui voilà tous les dossiers dont il ne sait pas vraiment trop quoi en faire, mais que il les remballe un petit peu à celui qui va tenter la conciliation. Donc voilà, ça c'est peut-être pas la chose qui sera la plus intéressante. Mais je reste convaincu que nous devons effectivement envisager un système pour que euh, la conciliation avec le déport, avec la confidentialité, tout ça soit aussi appliqué en justice de paix. Alors, moi, je le fais. Mais vous l'avez dit, j'ai été formé à la médiation civile et commerciale. Donc, quand je fais de la conciliation, je fais de la conciliation avec les outils de la médiation. Et donc, quand j'essaye de concilier les parties, ben, j'utilise effectivement toute une série de principes que l'on utilise en médiation pour essayer de définir les intérêts et trouver la solution du litige. Alors, ben oui, j'organise une CRA, ma petite CRA à moi, euh, euh, quand j'ai le temps, parce que c'est pas évident, et je sélectionne des dossiers qui me permettent effectivement de faire ces audiences de règlement amiable. Et comment je me débrouille avec la possibilité du déport ou la possibilité de la confidentialité, ben, là, je dois un peu bricoler. Parce que c'est vrai que si j'étais loin dans le cadre de la définition des intérêts et entre guillemets d'avoir un peu tiré les verres du nez des gens pour qu'ils expriment vraiment les intérêts de leur litige, hein, eh bien, je dois bricoler pour faire en sorte que ben, le dossier, je dois le repasser à quelqu'un d'autre. Alors, ben, vous savez qu'en justice de paix, ben, c'est aussi un système un peu suranné. Hein, nous sommes tout seuls, mais nous avons des suppléants. Hein, nous avons des suppléants qui sont des avocats. Ça, c'est la messagerie qui va se mettre en route en permanence. Voilà, je suis vraiment confus. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, nous avons des suppléants qui sont des avocats qui sont nommés juges de paix suppléants et qui peuvent siéger en principe quand nous sommes souffrants, quand nous sommes en congé, quand nous sommes indisponibles, etc. Alors ben voilà, je fais un deal avec les suppléants en disant ben voilà, quand j'ai un dossier où je dois me déporter parce que j'ai été trop loin dans la conciliation, est-ce que vous êtes d'accord de pouvoir l'assumer en termes de plaidoirie, donc de prendre le dossier à une audience de plaidoirie et de rendre un jugement. C'est pas évident, il faut avoir des suppléants sur lesquels on peut compter parce que bah, le statut du suppléant, c'est encore aussi quelque chose qui est belgo-belge. Hein, hein, ce sont des avocats qui travaillent gratuitement. Il n'y a pas de défraiement. Non, c'est tout à fait 70 euros pour une audience de 3 heures. Monsieur le juge, est-ce que vous Ouais. pouvez m'imaginer pour revenir sur le thème du jour? Alors, je pense qu'il faut être licencié en droit, enfin, ou avoir un master en droit. Donc, son suppléant, éventuellement un notaire. On pourrait concevoir qu'un huissier le soit puisqu'il est, mais bon, voilà, je suis pas sûr que ce soit très compatible. Mais il y a des cantons, il y a des notaires qui sont suppléants. Mais je pense qu'il faut faut avoir un master en droit. Alors, oui, faire qu'un géomètre puisse assurer une audience de conciliation. Non, c'est parce qu'ils ont plein de questions à vous poser. Ah oui, ouais, bah, ouais. Mais je dois bien dire que le partenariat que nous faisons, soit en envoi en médiation, soit dans le cadre des vues des lieux que nous faisons, où nous faisons une sorte de comédiation, et que nous arrivons quasiment à 80, 85, voire 90% de résultats positifs
sur la résolution du litige. Donc voilà, mais c'est clair que je prône, hein, je prône le partenariat avec des professions entre guillemets techniques, hein, que ce soit un géomètre ou que ce soit un architecte. Hein, quand on va dans un contentieux locatif pour des problèmes d'humidité, ben, on vient avec un architecte, et quand on a un architecte qui est pas formé, parce que le problème de la formation en médiation, c'est de devenir médiateur civil et commercial, c'est pas encore trop grand-chose, encore que c'est quand même une formation de 2 ans, et c'est long, et voilà, mais c'est de rester médiateur agréé. C'est-à-dire que bah, tous les 2 ans, il faut justifier d'une formation suffisante avec un nombre d'heures, etc., pour pouvoir conserver l'agrément en tant que médiateur civil et commercial. Donc voilà, donc, mais on a pas mal d'architectes aussi qui ont été, qui ont suivi des formations, ou peut-être pas tout le cursus pour être agréés, mais qui ont eu une formation en médiation pour pouvoir effectivement assister le magistrat dans le cadre de ces conciliations. Euh, Moi, il n'est franchement pas rare que le géomètre ou l'architecte expert participe à la vue des lieux, ça sûrement, mais participe ultérieurement à une séance de conciliation que j'organiserai dans mon cabinet. Parce que on est complémentaires. Le juge connaît le droit, le géomètre ou l'architecte connaît la technique. Et donc, c'est le binôme parfait, c'est le binôme efficace. Parce que ce que les gens veulent attendre, c'est d'avoir des avis objectifs, neutres. Et c'est vrai que, alors que le médiateur, mais nous ne sommes pas médiateurs quand nous sommes juges, nous sommes conciliateurs. Donc, moi, ça m'arrive, et j'ai pas de souci avec ça, de parfois donner mon avis sur la solution du litige. Et quand en plus de surcroît, ben, on a un professionnel qui vient dire, effectivement, ben non, ça c'est la solution du litige, je t'aide d'un point de vue technique, mais c'est évidemment beaucoup plus facile à la faire intégrer au parti. Alors maintenant, évidemment, on ne l'intègre pas, enfin, on ne la présente pas platezac comme ça en disant, ben, finalement, c'est la solution. C'est tout l'art subtil, c'est tout l'art subtil du juge et du technicien d'amener les choses pour que l'on ait l'impression que ce sont les partis qui ont trouvé la solution. Alors, sur ça, je suis très, très cynique quand je dis ça. Je dis, pour avoir fait la formation médiation, c'est la médiation, la conciliation, c'est de la manipulation, hein. C'est de la manipulation du langage, etc. Mais faire parler quelqu'un en utilisant des principes du questionnement, hein, les questions ouvertes, les techniques de communication qu'utilise un médiateur ou un conciliateur, c'est des techniques de manipulation, hein. Arriver à faire parler et aller chercher les intérêts sous-jacents, etc. C'est de la manipulation, mais à 100%, j'en suis bien conscient, hein. Moi, j'ai dans un dossier, il y a il y a les intérêts qui sont, dans un litige, il y a les intérêts qui sont simples à comprendre. L'intérêt financier, il est simple comme l'eau de roche. Ça, c'est clair que je vous ai prêté 100 000 euros, moi, je veux récupérer mes 100 000 euros. Ça, c'est ça. Mais alors, il y a tous ces intérêts qui sont plus complexes. Les- L'intérêt de la reconnaissance. Je veux être reconnu comme étant une victime, ou je veux être reconnu comme étant un bon voisin. La victime, là je déborde évidemment par rapport au rôle du juge de paix, encore qu'on en a aussi. Il y a parfois des procès qui sont, mais les intérêts financiers, nous, on n'a pas les gros intérêts financiers, mais la victime qui fait son deuil de son accident, de son stress post-traumatique,
Il arrive à le faire quand il est enfin reconnu comme ayant le statut de la victime. Et ça, c'est capital. J'ai eu une fois l'intérêt le plus dur que j'ai dû aller chercher chez les gens, c'est l'intérêt de la transmission du patrimoine. C'était assez extraordinaire. Quand je parlais tout à l'heure de la propriété, elle a un intérêt. Mais un des intérêts de la propriété aussi, c'est de la transmettre à ses enfants. C'est le principe de la transmission du patrimoine à ses héritiers. Et un jour, c'est un dossier, c'est un litige d'une vieille grange pourrie de chez pourri. Je pense que ça valait pas tripette. C'était dans un terrain à moitié enclavé et le propriétaire en question, bon, je crois qu'il n'y allait jamais. C'était en friche et le voisin finit par en avoir ras la casquette et ben, il met par terre cette vieille ruine. Il la met par terre. Évidemment, ça déclenche évidemment, non pas la guerre de Troie, mais presque. Et je fais plusieurs séances parce que le propriétaire m'y réclamait mais des montants ahurissants financièrement. Et finalement, après quand même quelques heures de séances de médiation, enfin de conciliation, je ne peux pas dire médiation parce que je me ferais taper sur les doigts. Le juge qui fait de la médiation, il ne peut pas. Et donc, c'était à un moment, je vois une personne, c'était une personne qui avait quand même un certain âge, je ne vais pas dire l'âge comme ça, personne ne sera vexé dans la salle. Euh, et donc, je me rends compte, qu'il dit, mais monsieur, c'est quoi l'importance pour vous de cette petite structure immobilière, cette ruine, etc. Vous n'allez pas la restaurer, il faudrait des montants astronomiques pour la restaurer. Et puis, il commence à m'expliquer l'histoire de cette ruine, de sa jeunesse, des souvenirs qu'il en avait, etc., etc. Il dit, mais enfin, monsieur, voilà, maintenant elle est plus là. Qu'est-ce qui vous embête le plus, finalement? Parce que monsieur, ben, on va sans doute trouver un terrain d'entente pour l'indemnisation. Enfin, vous réclamez plus de 60 000 euros. Je ne suis pas certain que je vais vous accorder 60 000 euros pour la destruction de la ruine, hein. Et le monsieur me dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est l'histoire d'une partie de ma famille, etc., où on y a fait des trucs à l'époque, sans doute, on a sans doute peut-être fait des barbecues, etc. Et mes enfants ne connaîtront pas ça. Je dis, mais vos enfants ne connaîtront pas ça. Oui, mais je ne saurais. C'est le seul bien immobilier qui me vient de ma famille, machin, etc. Je ne saurais pas leur transmettre. Tout était dit. Quand j'ai sorti, enfin, monsieur, en plus, le fils était magistrat, je crois que, voilà, il dit, mais vos enfants, ils ont, bah oui, mes enfants, ils ont déjà leur maison, si, etc., ils ont tel âge, etc. Et quand je lui ai montré que, monsieur, vous savez, vos enfants, ils n'ont pas envie de ça. Vous leur donnez un caillou dans une chaussure. Ça n'a pas de sens de leur transmettre ça. Alors il m'explique sa famille, je crois que tout le monde a pleuré, je crois. Donc, et donc, une fois que tout a été mis à plat, et ça c'était capital, que le voisin qui avait mis par terre cette ruine l'a aussi entendu. Il s'est rendu compte, parce que ça a évoqué sans doute chez lui aussi des questions familiales ou des questions, etc. Eh bien, ils se sont d'abord parlé autrement. Et on a trouvé un terrain d'entente sur une indemnisation qui, somme toute, était relativement symbolique, parce que c'était vraiment pas une affaire d'argent. Mais il fallait quand même bien dire à ce monsieur que, monsieur, même si c'est une ruine, ça se fait pas. Ça se fait pas d'aller mettre par terre la ruine de son voisin. Voilà. Et donc, quelque part, c'est le règlement d'un litige pareil par rapport au droit de propriété. Donc, quand vous avez des gens qui sont là pour des limites de propriété, la première question que l'on doit examiner pour
savoir quelle va être la solution du litige, c'est la définition de ses intérêts. Un bon avocat, quand il interroge un client, il l'interroge par rapport à ses intérêts et pas par rapport au droit. J'ai un exemple frappant. Une jeune avocate, effectivement, qui se trouve en plus face à un vieux briscard de la procédure euh, et une action en validation de congé. Le vieux briscard fait son action en validation de congé, etc., classique. Et la jeune avocate, elle avait trouvé la pépite. Le congé était nul. Et elle avait raison. Mais quand elle a été consultée, montrez-moi le congé renom, j'analyse par rapport au décret du 15 mars 2018, etc. Madame, je vous rassure tout de suite, ce congé, il est nul, on va l'attaquer, on va gagner notre procès, je vois bien le topo. Elle a raison. Mais le vieux briscard, nous allons en conclure là-dedans. Et donc, un échange de conclusions, et elle ne voit pas le piège. Et on plaide dans 10 mois, 12 mois. Au moment où on plaide, maître, les lieux sont toujours occupés. Ah ben non, ma cliente, elle est partie, l'immeuble était dans un état déplorable, elle ne pouvait pas supporter d'habiter là, etc., etc. Et je dis, ben voilà, vous avez perdu votre... Et vous me demandez une expertise 12 mois après. Je ne vous l'accorderai pas. Il fallait me la demander à l'introduction. Il fallait me demander d'aller voir les lieux, d'aller voir, de désigner un expert pour lui voir s'il y avait les conditions de salubrité, etc. Tout ce dont vous vous plaignez. Et je dis, vous avez commis une grosse erreur. Je n'ai pas dit comme ça. Sinon, mon chef de corps n'aurait pas été content que je parle comme ça, un avocat. Mais elle a commis une grosse erreur, c'est qu'elle n'a pas, elle a interrogé, elle n'a pas interrogé sa cliente. Elle a vu le dossier sous le prisme du droit. Le congé n'est pas valable. Et elle n'a pas vu le dossier par rapport au prisme de l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on loue une maison? Parce que l'immeuble nous convient, c'est près d'une gare, c'est près de l'école des enfants, c'est près de mon ex-mari, c'est enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, madame, vous avez un contentieux avec votre propriétaire. Cette maison, est-ce qu'elle vous convient? Oui, oui, j'adore cette maison. Elle est bien près de l'école des enfants, etc. OK. Donc, option 1, on conteste le congé. Si elle a dit, ben non, cette maison, il y a un peu trop d'humidité, c'est pas sympa, je m'y plais pas trop, etc. Option 2, le congé, on s'en fout. On demande à faire valoir éventuellement l'état du bien qui n'est pas convenable, etc. Parce que, donc, question, madame, vous avez un litige. Est-ce que vous voulez rester ou pas dans cet immeuble? Est-ce que cet immeuble vous convient ou pas? Elle n'a pas posé cette question. Elle a focalisé sur le droit. Il y a un gros problème de nullité du congé. Elle avait raison. Mais en attendant, sa cliente est partie. Elle n'a pas pu faire valoir les griefs qu'elle voulait faire savoir, enfin, qu'elle aurait voulu faire entendre, et qu'elle aurait pu, si elle avait pris le dossier dans ce sens-là, par ce fil, elle aurait pu obtenir 100 000 fois un meilleur résultat qu'elle n'a eu, parce qu'ici, elle n'a rien obtenu. La cause était devenue sans objet, et sa demande d'expertise pour faire valoir l'état de l'immeuble, pas fondée, parce que c'était trop tard. Elle a perdu son dossier. Alors que pourtant, elle avait un dossier en or juridiquement. Donc c'est ça que vous, les avocats, le notaire, le juge, quand il doit voir quelle va être la solution du litige, alors le juge ne peut pas interroger pour savoir il ne peut pas toujours le faire, mais il faut, pour voir la direction que l'on prend à une solution,
il faut connaître les intérêts de son client. La question magique, c'est de dire, voilà, vous êtes en litige, etc. Qu'est-ce que vous allez gagner? Les gens sont parfois focalisés, c'est encore pire avec l'intelligence artificielle en disant que voilà, ils ont droit à ce qu'ils disent. Hein. OK? Quelle est, selon vous, la solution du litige qui vous fera du bien? Ou vous vous direz, quand vous vous rasez le matin, je suis sexiste, c'est vrai. Euh, qu'est-ce qui fera en sorte que je n'aurai plus une boule au ventre à cause de ce litige? Et donc, quand on a répondu à cette question-là, eh bien, on a alors la direction qu'il faut prendre pour arriver à cet objectif. Et ça, je suis, enfin, j'ai peu la pratique évidemment de votre quotidien comme géomètre, mais je suppose que vous êtes contacté en permanence par des gens je ne sais pas si les problèmes de limite de propriété ou les choses comme ça sont les litiges les plus fréquents, mais en tout état de cause, c'est la manière dont il faut réagir. Lui dire à un client, ben, monsieur, effectivement, vous avez raison, votre plan, voilà le plan, les limites, elles sont ça, elles sont celles-là. Et vous savez, vous allez gagner votre litige et de savoir que finalement, c'est pour quelques centimètres carrés ou 1 mètre carré 50. On peut se poser de la question de l'utilité de faire une procédure. Donc voilà, donc l'intérêt à agir, c'est pas celui de l'intérêt de l'article 17 du Code judiciaire qui dit qu'il faut un intérêt pour faire une procédure. Non, il faut un intérêt, il faut déterminer son intérêt à une solution du litige. Donc voilà. Je pourrais encore vous en parler beaucoup, c'est clair. Maintenant, ce qui serait bien, effectivement, c'est effectivement que il y ait cet échange, parce que justement, quand je parlais de rencontres avec des professionnels, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous connaissez sans doute mieux la justice de paix que moi, je ne connais la profession de géomètre. Hein, donc voilà, maintenant, voilà, mon leitmotiv, c'est vrai, c'est comme juge de paix, c'est la conciliation, c'est l'envoi en médiation, c'est vraiment se dire, on est ici non pas pour faire du droit, on en fait, oui, on doit en faire, c'est nécessaire, mais est-ce qu'il y a une possibilité de rapprochement entre les parties et de trouver une solution pragmatique? Et ça, c'est vrai que ça, c'est l'ADN du juge de paix dans son quotidien. Parce que bon, voilà, il a aussi, hein, on parle beaucoup des dossiers habituels, mais le gros du boulot du juge de paix, et ça, ça devient même parfois insurmontable, c'est toute la matière évidemment de la protection judiciaire, c'est-à-dire la mise sous incapacité des personnes. Et alors on peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ben, parce que c'est exactement la même chose. Quand vous avez une famille autour de quelqu'un qui commence un peu à perdre la tête ou quoi qu'est-ce, il faut désigner éventuellement un administrateur, mais l'appréhension des intérêts de chacun dans la famille, je peux vous dire que c'est hallucinant et il faut le démontrer, il faut le voir, il faut le déterminer pour donner des instructions à l'administrateur qui agira en disant, ben voilà, dans la famille, il y a ça, 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 et il faut agir en conséquence. Parce que la bienveillance, elle n'est pas nécessairement toujours de mise dans les familles. Donc, heureusement, oui, quand même. Pas sûr tout de suite, la bienveillance, elle est quand même là, une des grandes majorités dans les familles, mais si on en arrive à devoir saisir un juge de paix pour dire bah, il faut mettre tante Jeanne ou mamie machin sous administration, on se doute bien que de manière sous-jacente, il y a toujours quelque part un intérêt.
Alors, l'intérêt, il est souvent bienveillant, je veux bien le dire, mais l'intérêt n'est pas toujours il n'est pas toujours lié à une certaine bienveillance. Pas de la part de celui qui demande, hein, par rapport à ceux qui sont autour. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est vrai que, et on disait, ben, c'est pour ça qu'on était sur la place Poulard tout à l'heure, c'est que on manque de moyens, on manque de magistrats, on devrait être par canton, on devrait sûrement être un et demi. Euh, on n'a pas les moyens de. J'ai plus de 1100 dossiers à gérer en administration de biens ouverts. Ça représente trois rapports périodiques à vérifier qui tombent chaque jour ouvrable. Voilà. Et c'est hallucinant. Monsieur le juge, je vais me permettre une suggestion. Oui, je suis ouvert à la Je suggestion. m'adresse au président national de l'ASBL, Union royale des juges de paix et de police, Oui. dont vous êtes le président donc depuis le 1er septembre 2024. J'ai évoqué tantôt le fait que nous étions membres de la CCAI, et donc la Chambre de médiation et Mhm. conciliation que vous connaissez Ouais, ouais, certainement, très qui a bien. son siège à Ah, Wavre wow, la et qui place. agit donc normalement à Bruxelles. La CCAI a précisément été créée dans le but d'avoir toujours par dossier un binôme, c'est-à-dire un docteur en droit, hein, bien souvent un Avocat, avocat, oui. et un technicien. Mhm. Donc ça se rapproche tout à fait de ce que vous avez dit. Mhm. Et donc ma suggestion, elle serait la suivante, puisque vous êtes président national et que vous avez vous-même évoqué le fait que ce serait bien que les juges de paix, en tant que conciliateurs, agissent régulièrement avec un technicien, eh bien, ce serait, parce que là, je parle de déboucher véritablement pour le géomètre, puisque vous avez évoqué ce problème tantôt, de savoir si au niveau national, il n'y a pas moyen de faire une espèce de lobbying par rapport à tous les juges que vous fréquentez, de manière à ce qu'ils aillent de plus en plus dans cette direction, parce que je suis persuadé que bon, la CCAI telle qu'elle est, son problème, c'est qu'en fait, avant qu'un dossier n'arrive chez elle, eh bien, il faut beaucoup. Et donc, il y a très peu de dossiers qui sont traités par la CCI. Mais par contre, vous et les juges de manière générale, qui avez beaucoup de dossiers, je pense que si on pouvait, pas généraliser, mais qu'on pouvait quand même inciter les juges de plus en plus à faire appel à un technicien, eh bien, je pense qu'il y a peut-être là, dans ce binôme, un moyen d'avancer peut-être vers des solutions qui sont dans le cadre de la médiation. Alors, il y a une casquette que vous n'avez pas. Je ne sais pas si j'avais actualisé mon CV. Ah, si, c'est là, c'est là. Ah, vous l'avez pas lu, on n'a pas vu, je l'ai pas vu, voilà. Voilà, donc depuis 2023, effectivement, je suis un des administrateurs de l'ASBL GEM Belgium, GE2ME, qui est un groupement européen de magistrats pour développer la conciliation et l'envoi en médiation. Et donc, on est la section belge qui regroupe, ben, on a à la fois des juges de la famille, je suis le seul juge de paix dans le conseil d'administration, des juges de l'entreprise, des juges sociaux, que ce soit à cour d'appel ou au tribunal du travail. Et donc, oui, vous avez raison, ça, c'est notre lobbying sur l'envoi en médiation. Alors, je dois bien dire que, à cet égard-là, ben oui, on essaye de plus en plus d'inciter les magistrats à favoriser cet envoi en médiation. Alors, c'est vrai que pour le moment, on a mis un petit peu ce côté-là entre parenthèses. Pourquoi? Ben parce qu'on a été sur le feu euh, avec la loi de 2023 qui est entrée en vigueur, enfin, ou du moins qui disait que au 1er septembre 2025, tous les tribunaux devaient avoir des chambres de règlement amiable. Et donc, c'est vrai que bah, on a surtout mis notre fer dans la formation des magistrats qui devaient accéder à ces chambres, etc. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça reste encore un des objectifs de GEM Belgium, c'est d'effectivement favoriser l'envoi en médiation. Alors au niveau de l'Union royale, ben oui, j'avoue que je prends souvent mon bâton de pèlerin.
le dernier congrès qu'on a organisé à Marcinelle en 2025 avait notamment pour thème effectivement la médiation. Et nous avons effectivement essayé de prêcher pour que les envois en médiation et les conciliations, mais souvent votre demande, c'est plutôt effectivement de l'envoi en médiation, parce que ça ne vous intéresse pas évidemment que les juges fassent de la conciliation. Euh, alors maintenant, on a un gros problème. Je dois bien le concéder. Moi, si je suis devenu juge de paix après avoir fait ma formation en médiation, j'ai été extrêmement frustré parce que là, autant la médiation familiale, j'en ai fait à l'appel, je ne savais plus quoi en faire. Autant la médiation civile et commerciale, j'en ai peu fait. Quasiment pas. Et donc, c'est vrai il y a un des gros écueils par rapport à la médiation civile et commerciale, notamment sur l'envoi par les juges, c'est l'écueil du coût. Hein, les gens qui viennent chez nous, notamment en justice de paix, quand je disais un peu de manière, on va au juge de paix, ben oui, on a des audiences de conciliation. Il suffit que les gens écrivent pour qu'on convoque et ils viennent, mais c'est pas de la vraie conciliation parce qu'ils viennent avec un espoir qu'on va leur donner raison et que le juge de paix va trancher leur litige très vite et ils savent pas très bien ce qu'il en est. Et donc, quand je leur parle, moi, de l'envoi en médiation ou de la médiation, et c'est vrai que leur première réaction, c'est de dire, ouais, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Parce que pour eux, quand ils viennent voir le juge de paix, c'est gratuit. Je suis contribuable, et la justice, c'est un service qui est donné par l'État, en principe, gratuitement. De plus en plus gratuitement, puisque avec la réforme des droits de mise au rôle, pour déposer une requête, il faut 26 euros. Bon. Maintenant, pour une citation, c'est un peu plus cher, mais ça, c'est un peu la faute des huissiers. Bon, donc c'est clair que leur premier réflexe, quand je leur parle de ça, c'est de dire, oui, mais vous allez nous envoyer vers un médiateur et on va devoir le payer. Alors, il faut savoir aussi que au niveau de la justice de paix, ben, les contentieux locatifs, les contentieux de construction, c'est des contentieux avec des enjeux plus réduits. Hein. Donc, ça veut dire que ben, la compétence est à 5 000. Bah, c'est vrai qu'on a encore de la construction, mais c'est souvent pour des soldes de factures, des choses comme ça. Et donc, quand on leur dit qu'il faut aller en médiation, c'est au même titre. Hein, c'est que s'il faut que je désigne un expert, ben, ça va être compliqué. Alors, bah oui, on désigne des experts avec des missions simplifiées pour essayer de limiter fortement les coûts, mais c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai qu'on est un peu confronté à cette difficulté-là d'envoyer en médiation. Ah, tu vois, nous, les juges de paix, hein, parce que ça pourrait être différent, tribunal de première instance, avec des contentieux beaucoup plus importants, beaucoup plus, avec des problèmes de garantie décennale, etc., etc. Mais pour la révision de loyer, par exemple, commerciaux, là, on arrive à beaucoup plus que ça, votre Oui, compétence de 5 000 euros. oui. Hein, Alors c'est vrai que parce que oui, là, il y a vous avez vraiment raison. Vous avez raison. C'est vrai que là, au niveau et encore une fois, ben, il y a les juges urbains et les juges ruraux, hein, les grands centres commerciaux. Ben, alors concrètement, j'en ai un gros dans mon canton, hein, à Gosselies. Eh bien, depuis que je suis juge de paix dans le deuxième canton, je n'ai pas encore eu un seul dossier de révision dans le cadre des renouvellements de beaux commerciaux, de problèmes de loyer, etc. Donc, bah, c'est assez bizarre, les dossiers viennent peu. Alors, j'en ai eu quelques-uns quand j'étais à Nivelles, parce que là, il y a aussi un shopping. Hein. Et c'est vrai que souvent, ben, les dossiers il y a des négociations qui se font, et donc on a très peu de contentieux en général, parce que dans ces gros centres commerciaux, ben, ce sont des gros groupes qui les possèdent et donc ils sont pas très enclins à aller devant le juge, qui risque effectivement, surtout le juge de paix, qui risque d'avoir un gros a priori par rapport à la grosse société immobilière avec des gros noms derrière qui effectivement ne sont pas toujours, voilà. Et donc c'est clair que eux sont favorables effectivement mais les dossiers viennent pas chez nous nécessairement. Donc voilà. Alors c'est vrai que oui, l'envoi en médiation. Alors évidemment, oui, je connais l'action, là,
mais c'est clair que je ne suis pas certain qu'on soit dans le haut niveau, en tout cas, des juges de paix, dans le type de contentieux, effectivement. Mais par contre, je suis d'accord avec vous sur le lobbying au niveau de tous les juridictions, etc. Ça, c'est clair. Si vous existez encore, si j'ai bien compris, parce que pourquoi veut-on vous supprimer? Alors, on veut nous supprimer parce que voilà, il y a une grande volonté de créer ce qu'on appelle un tribunal unique. Il y a un modèle néerlandais, encore lui, mais on sait que les Hollandais en reviennent un petit peu. Ils ont passé le pied en France où ils ont intégré les juges d'instance dans les grands tribunaux judiciaires. Et donc, l'idée, c'est de faire une sorte de grand tribunal unique où, ben, finalement, peut-être que oui, il y aura des chambres dédiées au contentieux locatif ou au contentieux de la consommation, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est l'idée. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est budgétaire, évidemment, c'est des économies d'échelle. Vous réunissez tout le monde dans un grand palais de justice, ça coûte moins cher que d'avoir toute une série de justices qu'il faut entretenir. Il y a aussi une grosse tendance, hein, et c'est pas que justice de paix, c'est dans l'agenda du gouvernement. C'est par exemple, nous, c'est quelque chose pour lequel on va évidemment s'opposer bec et ongle, et ça vient dans l'agenda malheureusement un peu plus vite qu'on ne le pense. Ça va être l'instauration en B2C, hein, donc business to consumer, de tout le droit de la consommation, où on va supprimer la compétence du juge de paix. Ça veut dire qu'on va faire comme en B2B, où ben, c'est une procédure unilatérale, c'est l'huissier qui se délivre le titre pour pouvoir réclamer son co-contractant. Parce que, ben voilà, on nous dit, ben voilà, finalement, quelle est la plus-value que vous apportez, vous, juge de paix, parce que vous avez 80% dans ces contentieux de défauts, de gens qui ne viennent pas à l'audience, donc ben, on veut réduire tout ça. Vous savez, c'est dans la notion, il faut se poser la question, l'état de droit, c'est pas la violation de l'état de droit, c'est pas rien qu'en Pologne ou aux États-Unis ou que sais-je, hein, ou en Hongrie plutôt, la Pologne, la Hongrie. C'est des petites choses, hein. C'est supprimer le recours effectif du consommateur à l'accès à un juge. Et ça, ce sera le cas, hein. La population du consommateur, du locataire, tout ça, mais c'est effectivement pour un consommateur lambda, parce qu'il ne paye pas sa facture d'électricité ou qu'il y a toute une série de contentieux. Si vous lui dites, ben, on inverse le contentieux, ça veut dire qu'on va délivrer un titre et si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui faites la procédure. Ben, autant dire que l'effectivité du recours à la justice pour un consommateur lambda, il n'existera plus. En police, c'est la même chose, hein. On est en train de déjudiciariser toute une série de choses avec les amendes administratives. L'accès au juge ne sera plus potentiellement pour des choses qui sont même qualifiées de faits au point de vue pénal, hein. Vous viendrez en première instance, alors, en fait, c'est s'il faut un tribunal unique. Un tribunal unique. Voilà, ce serait. Alors, on parle même d'intégrer tribunaux de l'entreprise, tribunaux du travail et tribunaux de première instance. Et c'est un grand tribunal unique. Voilà. Alors, Est-ce qu'il y a des... Je peux oui, peut-être allez-y, oui, oui, est-ce qu'il oui, y a oui, des bien sûr. questions? Bien sûr, non seulement, oui. Vous avez une question? Oui, mais pour dire, quoi ce que vous venez de dire, un petit exemple, je contestais une amende de roulage et le huissier qui venait réclamer, pour vous dire, hein, le huissier qui est le garant du respect des formes, il disait, mais il contestait la forme, enfin, il y avait un vice dans la forme de l'amende, mais vous avez quand même commis l'infraction, donc vous devez la payer. Ouais, moi, je suis tombé à la renverse, quoi. Parce que la personne qui doit, justement, est le garant des respect des normes, mais il essayait de... Ça veut dire que vous avez un intervenant de justice qui affirme
avant qu'il y ait un juge qui ait dit que vous ayez commis l'infraction, mais vous avez commis l'infraction. Alors, la présomption d'innocence, c'est pas rien que pour les dossiers aux assises, etc., ou les dossiers. La présomption d'innocence, elle vaut pour tout. Et donc, cette façon de. Alors, un juge impartial, les notions pénales, vous savez, il y a des communes qui sont en plus parfois parties intervenantes, qui prennent des décisions de sanctions administratives, et elles doivent, c'est toute une série de faits qui sont qualifiés par des contraventions, etc., qui sont prévus par le code pénal, etc., mais qui répondent quand même à une certaine qualification. Eh bien, c'est le bourgmestre ou le fonctionnaire sanctionnateur qui doit, comme le procureur du roi le ferait, doit qualifier la décision, les faits. Et donc, bah, c'est pas une autorité indépendante, c'est pas nécessairement des juristes, etc. Et donc, on a toute une série d'infractions pénales alors, qui sont peut-être pas très importantes, hein. Hein, moi, je pousse pas le critère, le curseur de l'importance d'une infraction pour se dire que moins c'est important, moins les principes s'appliquent. Ils s'appliquent de la même façon. Et donc, ben, on a toute une série d'infractions qui, finalement, seront complètement déjudiciarisées. Et donc, si vous avez une infraction, une sanction administrative, ben, c'est vous qui devrez introduire la requête devant le tribunal de police pour la contester, etc. Dans un autre registre, mais peut-être pas tellement en justice de paix, mais mon expérience des experts judiciaires en matière de bâtiment, ou même en matière, bon, non, n'en est pas comment, en matière de bâtiment. Moi, je suis vraiment en priorité de voir comment ça fonctionne. En général, c'est l'expert judiciaire, architecte ou géomètre, qui s'arroge presque le titre de livre. Le fait qu'il déploie dans leur mission la conciliation à mettre en œuvre, en finale, soit on accepte leur décision, soit il faut un rapport qui c'est le livre en général, qui suit l'avis de son expert. Et là, je trouve qu'il y a vraiment, bon, en plus, les experts judiciaires, c'est toujours le même. Et en général, ils ne sont pas très compétents. Je pense que. Donc, à ce niveau-là, je trouve que les juges de paix devraient aller beaucoup plus sur place eux-mêmes en se faisant vous prêchez un convaincu. Vous prêchez un convaincu. Moi, je reste extrêmement attaché à ça, c'est-à-dire que l'expert doit se limiter aux constatations techniques, etc. Donc, l'expert ne doit pas enfin, donner son avis sur une question juridique. C'est, c'est capital pour moi. Alors maintenant, ce qui ce qui est important aussi, mais encore une fois, quand on veut faire son job, mais vraiment la manière la plus optimale possible, c'est une question de temps, hein, c'est que la loi dit qu'effectivement, le juge doit avoir une attitude proactive dans le cadre de ses expertises. Et donc, ce qui veut dire qu'il doit avoir un suivi de ces expertises par le juge. Et ça, je dois bien le confesser que parfois, ça passe un peu au bleu parce qu'on n'a pas le temps. Mais ça m'arrive souvent de convoquer les experts voilà, de dire voilà, mais où est-ce que vous en êtes dans vos trucs, qu'est-ce que vous avez déjà fait, la mission de conciliation, etc. J'ai déjà dit à des experts, il y a une fois un expert qui m'a dit, mais texto, vous savez, moi, cette conciliation, je ne saurais pas la mener, c'est peine perdue. J'ai dit, monsieur l'expert, non, nous allons la faire ensemble. Et c'était un dossier en plus dans un canton où je n'étais pas titulaire, où je remplaçais. Je dis, mais ça tombe bien, parce que là, je peux vraiment faire la conciliation, je peux vraiment aller jusqu'au bout, parce que je sais bien que ce n'est pas moi qui serai le juge titulaire. Et on a fait la conciliation jusqu'au bout avec l'expert désigné.
et qui était effectivement, qui avait la profession de géomètre, et qui m'a dit effectivement, monsieur le juge de paix, non, moi je ne saurais pas les concilier, j'y arriverai pas. Alors, la conciliation, j'attire quand même votre attention, moi je pensais ça avant de faire la formation médiation. Oui, mais je mets un peu tout dans le même panier, même si je sais bien que je ne dois pas le faire et je ne devrais pas. Les outils sont les mêmes. C'est-à-dire que, voilà, moi, je pensais que tout homme, normalement bien, raisonnable et tout, que si on n'était pas un avocat pitbull, si on n'avait pas que les dollars dans les yeux, ben, qu'on pouvait toujours trouver des solutions et faire discuter les gens. Mais je me trompais, parce que ça, c'était de la négociation. C'était pas nécessairement de la conciliation. Les nuances sont évidemment toujours un peu brèves, peu fines, hein, mais donc, après cette formation en médiation, je peux vous dire que l'étude du litige, le regard sur le litige, les outils de communication, l'empathie, la reformulation, tous les outils qu'on utilise, etc., ce sont des outils qu'il faut apprendre à maîtriser. Et je pensais qu'on faisait, comme M. Jourdain fait de la prose, je trouvais que je pensais que je faisais de la conciliation sans le savoir. Mais non, parce que c'est une véritable formation qu'il faut suivre. Alors, il faut peut-être pas suivre le A à Z parce que ça dure 2 ans, que c'est compliqué, etc., et que ça prend du temps. Mais il y a des formations dans le cadre des techniques de communication qui s'apparentent à de la manipulation. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est de la manipulation bienveillante, hein, j'espère. Et donc, le juge de paix qui ne suit pas ses expertises et qui ne veille pas à ce qu'il y ait une véritable conciliation qui se fasse, mais il ne fait pas ses dossiers comme il faut. Maintenant, encore une fois, vous avez raison, les experts ne sont pas tous formés à pouvoir faire de la conciliation. Et donc, moi, pour éviter les lourdeurs d'expertise qui coûtent très cher dans les dossiers, mais on pratique, nous, toujours une vue des lieux accompagnée d'un expert. On débroussaille le terrain. Il est possible que si il y a éventuellement des choses plus techniques à devoir à continuer, etc., à la fin de la vue des lieux, on donne éventuellement une mission parfois limitée ou sur certains points, etc. Et on demande à l'expert de continuer éventuellement sa mission sur certains points particuliers. Et puis, c'est le cadre de l'expertise simplifiée. On fixe une audience où l'expert vient expliquer ce qu'il a fait dans le cadre de sa mission complémentaire. Et on est avec des coûts maîtrisés. Mais c'est vrai que combien de fois, on a fait combien de vues des lieux ensemble? Quelques-unes, hein. Quelques-unes. Eh bien, je peux vous dire que effectivement, les solutions sont rares, les dossiers, on n'en a pas vraiment trouvé ou qu'elles sont pas venues après, hein, parce qu'il suffit parfois un peu de décanter les choses et puis les avocats ont capté que ça devait aller dans ce sens-là et puis voilà. Mais ça, je le confesse, hein, je suis peut-être un extraterrestre ou je ne suis pas le standard du juge de paix, que tous les cantons, ils sont tous comme ça, hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est aussi un peu aussi, et c'est ça le problème de la surcharge et des moyens, c'est que je voudrais bien en faire plus, mais je ne peux pas. Parce que c'est vrai que c'est pas possible au point de vue du temps, quoi. Là, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce Oui, qu'on a vous allez déjà frustrer, monsieur. largement dépassé le temps. Vous me la poserez après. Une dernière question. Quand vous mandatez, quand vous allez sur place, que vous mandatez une mission complémentaire au chômeur, c'est la partie demanderesse ou défenderesse qui doit payer. On décide, ça c'est le juge qui décide. Ça, on voit qui va provisionner. Donc ça, c'est la provision de l'expert. Ça m'arrive de faire quand on est, de faire à frais partagés. Donc ça, le juge doit aussi maîtriser la question des honoraires de l'expert. Et donc ça veut dire que bon, quand on fait une vue des lieux, les experts à qui on travaille, on sait qu'ils demandent toujours, c'est quasiment le même montant forfaitaire, etc. Donc on sait.
puis il y a la petite vacation du tribunal, et puis on sait que c'est un forfait pour la vue des lieux avec l'expert. Et puis si on mandate, on détermine la mission, bah déjà c'est un peu comme la réunion d'installation, hein, c'est un peu ça prévu dans la loi, mais on ne l'a jamais, on la pratique quasiment jamais. Eh bien, c'est demander, monsieur l'expert, voilà, vous allez passer combien de temps pour faire telle constatation, vous estimez à combien, et là, on refixe une provision qu'on met soit à charge de la partie demanderesse, soit à partir de l'autre. Il n'y a pas de règle, ça. Voilà. Merci en tout cas. Oula, c'était pas un petit, c'était un gros, ça. Mais je suis venu en train. On n'avait pas prévu un juge de paix qui prend. Je dois vous dire que j'étais en congé cette semaine. Mais l'agenda m'existe. Comment va-t-on faire? Voilà, maintenant, ah bon, ça va. Et donc, l'agenda, faudrait qu'il y ait une manifestation. Et donc, j'ai dit, ben, comme je ne sais pas dire non, donc, je suis venu aussi.